Numérique, donc c'est un plaisir. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Instagram, comment y aller, comment développer sa présence. Et brièvement, du coup, je vais me présenter. Pour ma part, Emmeline Foissé, je suis directrice de l'agence Adverti, une agence de communication web située au centre-ville de Troyes. On accompagne nos clients afin de développer leur visibilité, leur notoriété et leur activité grâce au web. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est tout ce qui va être conception et refonte de sites web, tout ce qui va être référencement, que ce soit référencement naturel ou référencement payant, tout ce qui va être gestion de newsletters, gestion de réseaux sociaux, publicité sur les réseaux sociaux, etc., etc. Notre agence est Google Partner et certifiée Facebook. Vous pouvez bien évidemment nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et une petite précision aussi, aujourd'hui je suis accompagnée d'une de mes collègues, Solène, qui répondra aussi à toutes vos questions dans le chat si jamais je ne les vois pas. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de Perspectives Numériques. Perspectives Numériques, en fait, est une association impulsée par la CCI Troyes et Aube qui vise à sensibiliser les entreprises du département de l'Aube au numérique au sens large. Donc aujourd'hui, on parle réseaux sociaux, mais donc plutôt communication. Mais vous allez avoir aussi des conférences sur le BIM, les RH à l'heure du digital, etc. C'est une rencontre par mois, c'est un rendez-vous qui est fixe. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de Perspectives Numériques et de la Chambre de commerce. C'est vraiment, vous avez le programme en janvier pour le reste de l'année, donc c'est plutôt bien pour vous donner une bonne visibilité. Et enfin, depuis 2018, on a un diagnostic d'opportunité de transformation numérique qui est en fait un audit 360 de votre activité concernant le numérique pour pouvoir justement vous aider dans votre transition digitale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ça, c'est le petit sommaire. Quand utiliser Instagram dans sa communication? Quels sont les différents formats de publication que vous avez à disposition? Quels sont les contenus que vous pouvez produire? Quelles pratiques mettre en œuvre pour plaire pardon, à l'algorithme et construire une communauté? Et enfin, 5e point, faire de la publicité. Comment est-ce que je m'y prends? Commençons par un chiffre. Tout d'abord, 60% des utilisateurs d'Instagram affirment avoir découvert un produit ou un service sur Instagram. Alors, certes, l'étude a été commanditée par Instagram, mais en tout cas, elle montre bien que le réseau social est devenu phare dans tout ce qui va être découverte de produits, fidélisation, etc. D'autres chiffres hein, pour vous montrer à quel point le réseau social est devenu extrêmement important aussi en France. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 21 millions d'utilisateurs actifs par mois en France sur Instagram. Donc, c'est vraiment le réseau social numéro 2 derrière Facebook. Et donc, pas moins d'1 milliard d'utilisateurs actifs aussi par mois dans le monde. Il faut savoir que Instagram appartient à Facebook. Oui, Instagram appartient à Facebook, pardon. L'application Instagram a le plus fort taux de fréquentation derrière celle de Facebook. Et enfin, l'âge des utilisateurs Instagram, 71% des utilisateurs actifs mensuels de l'appli ont moins de 35 ans. C'était un réseau social qui était vraiment très très jeune au tout début, vraiment pour du 14-24. Et au final, cette cible-là a tout simplement grandi elle aussi. Et aujourd'hui, la cible principale, c'est vraiment du 14-35. Et bien évidemment, on a quand même 30% du reste qui concerne des 35 ans et plus. Partie numéro 1 du coup, quand utiliser Instagram dans sa communication? Déjà, commençons clairement par un certain nombre de critères pour avoir une présence efficace sur Insta. Déjà, il faut avoir une stratégie. Quels sont vos objectifs quand vous cherchez à aller sur Instagram? C'est très important de passer par cette phase-là parce que quand vous ne faites que publier sur un réseau social, que ce soit sur Instagram ou même sur Facebook, juste publier, c'est pas avoir une stratégie. Une stratégie, ça implique d'avoir un ou des objectifs, de savoir quels sont les indicateurs que vous allez suivre pour savoir si oui ou non vous allez atteindre ces objectifs, déterminer quels sont les moyens que vous allez mettre en place, des moyens financiers, des moyens humains, des moyens matériels. Bah oui, Instagram, ça implique de belles photos. Est-ce que j'investis dans un très bon smartphone? Est-ce que j'investis plutôt dans un réflexe? Est-ce que j'investis dans des applications tierces pour me faciliter la gestion d'Instagram? Tout ça, ce sont des choses à déterminer et ça fait partie de la définition de votre stratégie. Et bien évidemment, une stratégie implique aussi un plan d'action et bien évidemment l'évaluation de l'atteinte de vos objectifs. C'est vraiment un cercle vertueux. Toujours pour être présent pour être présent de façon efficace sur Instagram, il faut être conscient que c'est chronophage
d'aller sur Instagram. C'est un réseau social qui est très exigeant en termes de qualité de visuel, en termes d'aperçu, en termes de texte, de choix des hashtags, etc. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, ça prend du temps. Donc, quand on décide d'y aller, on décide d'y aller vraiment. Ça nécessite aussi d'avoir de belles photos et des photos de qualité. Tout le principe même d'Instagram repose sur les photos. Donc, y aller avec des photos dont vous n'êtes pas sûr de la qualité ou des photos qui ne donnent pas forcément envie, etc., c'est ne pas mettre toutes les chances de son côté. Construire des visuels harmonieux en lien avec la charte graphique. Et là, on peut tout simplement regarder la capture d'écran sur la droite, où là, on voit qu'on est sur des tons un petit peu marron pour homogénéiser la galerie. Ça, c'est vraiment des visuels harmonieux. Donc là, en effet, la personne a appliqué un filtre. Utilisez des hashtags populaires en rapport avec votre activité. En effet, ça va passer par là. C'est une étape importante du développement de votre activité et il faut vraiment prendre le temps de les choisir correctement et d'en tester aussi au fur et à mesure. Présentation de l'interface pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas. En gros, vous avez 4 grandes parties. Vous avez le fil d'actualité où là, vous allez pouvoir voir les publications des comptes que vous avez décidé de suivre. Vous avez la partie Explorer pour découvrir du nouveau contenu. Donc là, ce ne sont pas forcément des personnes, enfin, ce ne sont pas des personnes que vous suivez, mais ce sont des personnes qui sont en train de boom, enfin, dont le contenu est en train de boomer. Vous avez la partie également notification. Donc, on vous a entouré en rouge en bas. C'est quand vous cliquez sur le petit cœur. Je te coupe juste 2 secondes. En fait, on ne voit pas ton support. On ne voit pas le partage écran. Depuis tout à l'heure, on te voit toi en plein écran, mais je ne vois pas ton support et apparemment, je ne suis pas la seule. D'accord. Eh bien, en effet, vous faites bien de me le dire. Parce que moi, Alors, juste une seconde. Et voilà, impeccable. Tout le monde voit mon support, du coup? On diaporama, s'il te plaît. Oui, là, c'est bon. Eh bien, en effet, merci Très bien. Du coup, le 4e petit onglet qu'on vous a entouré, en effet, c'est l'onglet notifications qui permet de voir en fait ce qui s'est passé par rapport à votre propre compte. Et enfin, le dernier onglet que vous avez, c'est tout simplement la découverte c'est tout simplement votre profil. Donc là, c'est par rapport à votre compte à vous. Là, on voit par exemple pour Gaston Chèque votre logo, les statistiques, on voit également votre bio, etc., etc. Donc ça, c'est pour vraiment décortiquer l'interface. Toute première chose à faire, si vous avez déjà un compte et que vous l'utilisez à titre professionnel, c'est de vous assurer que vous avez bel et bien un compte professionnel. En effet, vous avez donc 2 typologies de comptes sur Insta, hein, les comptes personnels et les comptes pro, qui en fait sont difficilement on arrive difficilement à les distinguer, alors qu'en fait, quand on a un compte pro, il y a quand même 2 avantages qui sont phares, qui sont de pouvoir voir vos statistiques et de pouvoir faire de la publicité. Pour vérifier si vous avez un compte professionnel, vous pouvez aller directement sur votre compte Instagram, cliquer sur votre profil, photo de profil en bas à droite pour bien être sur votre compte, aller dans Paramètres en haut à droite dans le menu, aller sur Compte. Et ensuite, tout en bas, vous verrez que soit il vous propose de passer sur un compte professionnel, ce qui veut dire que jusque-là, vous étiez sur un compte personnel, soit il vous propose de passer sur un compte personnel, et donc là, vous avez bel et bien un compte professionnel. C'est quelque chose qu'on peut faire uniquement sur Insta, de passer aussi facilement d'un compte pro à un compte perso. Bien évidemment, le compte personnel aussi vous permet de limiter la visibilité aussi de votre compte si vous souhaitez protéger votre vie Instagram des autres. Partie numéro 2, du coup, les différents formats de publication. Bien évidemment, vous avez les publications classiques. Là, ce sont des photos en général au format carré qui sont présentes sur le réseau social, qui vont apparaître quand vous êtes en tant qu'utilisateur dans votre fil d'actualité et qui vont constituer ce qu'on appelle le feed d'un compte ou bien la galerie d'un compte. L'idée, c'est d'avoir toujours le même filtre qui est utilisé pour avoir un feed qui est homogène et qui est esthétique. Là, on le voit par exemple sur ce nouvel exemple sur la droite où on a des tons un petit peu pastel un peu partout sur le compte et en plus, on a une recherche très poussée
de la galerie, vu qu'en fait, on a plusieurs publications qui sont dépendantes les unes des autres, tout en étant indépendantes, parce que au final, la photo est assez, comment dire, parlante quand elle est toute seule aussi. Donc ça, il ne faut pas hésiter de jouer avec ce qu'on appelle des grids, GRID, pour faire des montages, rendre le feed plus attractif, en fait, tout simplement. Vous avez un deuxième format qui est ultra populaire sur Insta, et c'est tout ce qui est les stories. Les stories, c'est un format qui est vertical, qui est très bien mis en avant en fait sur la partie sur l'application, et qui permet à une entreprise de gagner en visibilité. Donc je vous ai mis le format à utiliser pour que tout se passe bien lorsque vous l'importez. À la base, il faut vraiment savoir que les stories, c'est fait pour privilégier le côté spontané, le côté oui, coulisses. Et ce sont donc des publications qui sont éphémères. Elles ne vont rester disponibles que pendant 24 heures. Vous pouvez aussi ajouter de la musique. Alors attention, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore déployée sur tous les comptes. Mais en tout cas, vous pouvez ajouter de la musique, ajouter une localisation, un sondage, des emojis, plusieurs typos différentes, plusieurs couleurs d'écriture différentes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des stories qui peuvent être vraiment sympas. Là, on vous a pris l'exemple de Airbnb. Alors, c'est sur le compte en anglais, mais en tout cas, c'est vraiment une histoire qu'ils ont essayé de créer dans cette story-là. En fait, lors de la première story, ils vous donnent des petites astuces, quelque chose à deviner. Pareil pour la deuxième, c'est une deuxième astuce. Et enfin, ils vous font deviner avec un sondage est-ce qu'il s'agit de telle ou telle ville. Donc là, les gens sélectionnent, et une fois qu'ils ont sélectionné, ou même s'ils ne sélectionnent pas d'ailleurs, ils vont pouvoir accéder à l'autre story, où en effet, en fait, Airbnb cherchait à faire deviner qu'il parlait de la ville de Sydney en Australie. Donc, on voit qu'il y a en plus, il y a un jeu un petit peu qui s'est créé avec l'image, un petit aperçu au début, puis enfin la photo finale. On cherche vraiment là à construire du contenu qui est sympa pour les internautes, mais on cherche aussi à générer de l'interaction en faisant participer les internautes. Et en fait, ça, sur Instagram, mais aussi sur vraiment de nombreux réseaux sociaux, enfin sur tous les réseaux sociaux, tout ce qui est interaction est super important. Donc, une story plutôt réussie pour Airbnb. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était filtre. C'est super important d'utiliser des filtres pour tenter d'homogénéiser le feed. C'est quelque chose qui est vraiment propre à Instagram. Et là, on voit un avant-après d'une application qui s'appelle Preview, qui est une super appli pour justement gérer son compte Instagram. Pour vous permettre de visualiser avant ce à quoi va ressembler votre galerie, mais aussi pour vous permettre de choisir le même filtre tout le temps, de choisir correctement les hashtags, mais aussi encore de programmer vos publications, ce qui n'est pas possible nativement depuis Instagram. Donc en fait, on voit que depuis les mêmes photos, sans avoir de grandes compétences en retouche photo, etc., on arrive à quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus esthétique, où là, on a des couleurs qui ont été ravivées, entre autres. Au niveau des stories, on a aussi de nouvelles choses qui sont récemment apparues, entre autres avec de nouveaux effets boomerang. Je vous laisserai aller les tester, on les a listés ici. Le slow-mo pour un ralenti de vidéo, le flou écho ou encore le rembobinage accéléré. Donc, les effets boomerang, ça permet d'avoir une vidéo qui va se répéter en boucle, donc de très courte durée. Là, si on prend l'exemple tout simplement sur la droite, on a une personne qui fait une bulle avec un chewing-gum, pour l'exemple. Et en fait, c'est quelque chose qui va se répéter en permanence, en fait. Donc, on va la voir faire une grosse bulle, et puis la bulle éclater, faire une grosse bulle, la bulle éclater, etc. Donc, en boucle. Les boomerangs est un format qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt sympa et qui est plutôt accessible. Tout ce qui est story, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à créer vos propres gifs. C'est que vous pouvez créer des gifs propres à votre marque en passant par Jiffy. Le truc, c'est que ce n'est pas accessible pour tout le monde non plus, parce qu'il faut être une marque certifiée sur la plateforme. Et en général, voilà, il faut être une entreprise d'une certaine taille pour pouvoir avoir accès à
ce nom-là de marque certifiée. Mais en tout cas, ça vous permet de créer un GIF au format sticker que vous pourrez mettre sur vos stories et qui viennent vraiment renforcer votre image de marque et qui viennent aussi en fait, encourager les internautes à rechercher ce GIF-là pour le mettre directement sur leur story. Donc pour les entreprises qui cherchent vraiment à insister sur le côté contenu généré par les utilisateurs, ça aussi on aura l'occasion de revenir dessus. C'est vraiment intéressant pour ceux qui cherchent vraiment à construire une image de marque aussi. Les Reels, alors on ne sait toujours pas vraiment comment est-ce qu'on prononce ce mot, mais en tout cas, c'est un format qui vient, qui est tout nouveau parce qu'il date de seulement, il y a seulement quelques semaines sur Insta. C'est clairement, une fonctionnalité pour concurrencer TikTok. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce réseau social qui est en train de cartonner, en France auprès des jeunes. Vous avez peut-être aussi entendu parler, de son rachat, très, prochain, aux États-Unis parce qu'à la base, c'est une application qui est chinoise. En tout cas, c'est un format qui est là pour le concurrencer. Ce sont des vidéos qui sont très courtes, qui initialement étaient maximum de 15 secondes et qui viennent de passer à 30 secondes. Donc vraiment littéralement le même principe que sur TikTok, des formats très, très courts. L'intérêt, c'est de donner plus de visibilité à votre compte quand vous êtes une entreprise parce que les Reels apparaissent dans la partie, Explorer. Et ça vous permet d'ajouter voilà, des filtres, de la musique, de couper des bouts de vidéo, de modifier la vitesse, etc. Des choses, quelques petites fonctionnalités voilà, qui sont en plus sur des Reels que vous n'avez pas forcément sur des stories. Et aussi, sur votre compte, en fait, quand vous mettez à faire des Reels, vous avez un nouvel onglet en fait qui apparaît parce qu'en fait, les Reels, à la différence de Story, ils ont une durée de vie illimitée alors que les Stories n'ont une durée de vie que de 24 heures. Donc, format à exploiter pour voir s'il est efficace pour votre compte. Je vais 2 secondes regarder du coup s'il y a des questions. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Toc, toc, toc. En effet, nous ne voyons pas le PPT. Alors moi, je ne vois pas le chat quand je suis sur le support. Bon, bah, il n'y a pas de questions, donc je continue. N'hésitez pas surtout. Je ferai plusieurs fois enfin, je regarderai plusieurs fois le chat. Est-ce que vous voyez toujours mon support? Ça y est, c'est ma crainte du coup. Non, C'est on donc... le voit plus. On le voit plus. Enfin, C'est moi, pas je le vrai. vois plus en tout cas. Mais je pense le qu'il y a un décalage repartage. des fois. Je pense que parce que tout à l'heure, quand tu es passé sur les stories, j'ai mis du temps à ce que ça apparaisse. Là, c'est bon, je le vois. D'accord, ça marche. Quelqu'un dans le chat nous dit: «C'est pas pour monsieur, j'ai pas le temps». Non, clairement, ni pour madame, j'ai pas le temps. C'est un réseau social pour répondre vraiment à des objectifs business, qui va vraiment prendre du temps, qui va être chronophage. Par contre, qui peut très bien fonctionner aussi. Après, c'est toujours pareil, on se raccroche à la stratégie. Pourquoi est-ce que vous allez sur Instagram? Est-ce que c'est pour développer une image de marque? Est-ce que c'est pour toucher une cible plus jeune? Est-ce que c'est pour vendre? Nous, par exemple, typiquement à l'agence, on est sur Instagram principalement pour faciliter les recrutements. Parce qu'on sait aujourd'hui que les personnes qui vont vouloir travailler chez nous, en général, sont des personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux et qui vont vouloir s'assurer que l'agence Adverti est une agence plutôt sympa, qu'il y a une vie d'entreprise, etc. Donc ça, si vous voulez, c'est l'objectif qu'on poursuit. On n'a pas d'objectif purement B2B de génération, par exemple, de chiffre d'affaires directement via Insta. Même si on a déjà été contacté en message privé pour justement des prestations ou en tout cas des premiers rendez-vous, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment se rattacher à c'est quoi votre objectif quand vous allez sur Instagram. Par contre, en effet, quand vous décidez d'y aller, et surtout pour des objectifs du type construction de l'image de marque ou même développement du chiffre d'affaires, développement du nombre de ventes, etc., dans ce cas-là, en effet, ça implique de publier extrêmement régulièrement, on en reparlera, et là, ça implique du temps. Ok, mais combien de temps estimez-vous qu'il faut passer pour être un peu efficace? Tout dépend de vos objectifs. Arnaud, je ne les connais pas. Tout dépend de combien de temps aussi est-ce que vous mettez à trouver ce que vous allez dire, à créer la publication, à créer le texte qui va bien avec. Donc, si vous voulez,
je peux pas vous dire exactement combien de temps ça va vous prendre, mais voilà, en plus le temps, voilà, que vous trouviez toutes ces informations-là, c'est extrêmement variable d'une personne à une autre. En tout cas, l'une des choses que je vous conseille, c'est vraiment, et on en reparlera, de travailler avec des outils qui vont vous faire gagner du temps. Entre autres, ben voilà, Preview dont on parlait tout à l'heure, qui vous permet de programmer en amont. Et ça, c'est absolument génial en fait, parce que au moins, ça vous permet d'avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler votre compte, ça vous permet de faire des tests de disposition dans votre feed, etc. Donc vraiment, moi, je vous conseille pour gagner du temps justement de passer par ces outils-là. Donc du coup, je suppose que vous ne voyez plus mon support. Masqué, non, toc. Si c'était bon, on le voyait, on était sur la partie 3. Ça marche super. Bon, bah, du coup, je l'ai Voilà, c'est bon. remise. C'est bon. Donc du coup, partie numéro 3, quel contenu produire sur Instagram? Contenu adapté, donc selon les stories, selon les posts. Il faut savoir que les 2 formats phares étant la publication, et puis, la story, tout ce qui va se passer sur votre compte dans la partie feed, ça va vraiment être comme si c'était la façade d'une maison, et tout ce qui est story, c'est plutôt la vie à l'intérieur de la maison. Donc là, on va plutôt être sur le côté coulisses et on va plutôt être sur le côté, oui, instantanéité dont on parlait tout à l'heure. En fait, le feed, il faut vraiment que vous publiez uniquement des photos qui soient esthétiques dedans. On le disait, il faut vraiment travailler votre galerie. Donc, pas de promotion affichée en visuel, pas non plus des événements, des bouts de flyers que vous prenez et que vous mettez, etc. Il faut vraiment plutôt chercher à mettre en avant les produits, votre équipe, des mises en situation de produits. Si vous cherchez à mettre des photos pack shot, donc des photos produits sur fond blanc, dans ce cas-là, il faut s'assurer que c'est bien cohérent avec le reste de votre galerie. Mais en tout cas, si on prend par exemple sur le côté droit du slide, on voit qu'en fait c'est vraiment une galerie où à la base les photos n'ont absolument aucun rapport entre elles. On a là affaire à une maison des ventes et en fait, ils vendent tellement de choses différentes que s'ils n'avaient pas trouvé une astuce pour une certaine cohérence entre les différents posts, en fait la galerie ne ressemblerait à rien, soyons honnêtes. Donc en fait, là, ils ont trouvé 2 astuces et qui sont plutôt sympas. Déjà, ils ont le côté photo coupée sur le haut gauche de la photo. Et ensuite, ils ont mis un hashtag à chaque fois directement sur la photo. Alors, il faut savoir que quand vous mettez un hashtag de cette façon-là sur une photo, le hashtag n'est pas cliquable. Mais en tout cas, ça donne une certaine homogénéité au contenu et ça permet d'aérer aussi un petit peu parce qu'on peut s'imaginer que si toutes les photos étaient collées les unes aux autres, en fait, ça ferait vraiment très, très chargé. Donc plutôt une réussite pour un compte où au final, trouver à ce que ce soit esthétique était vraiment compliqué. Et enfin, la partie story, donc pour publier des choses plus sur le vif, des offres ponctuelles, vos événements, alors que ce soit pour avant l'événement, pour faire la promotion de l'événement, mais aussi pendant l'événement, pour justement montrer ce qui se passe pendant votre événement. C'est parfait, c'est l'endroit pour le faire. Les stories, vous pouvez aussi créer des stories à la une à partir des stories. Les stories à la une, en fait, ce sont des stories qui vont rester au-delà des 24 heures que sont en fait la durée de vie normale des stories. Ça permet d'avoir, entre autres, ces icônes qui apparaissent sur votre compte tout en haut sous la bio. Là, par exemple, pour Gentle Gourmet ou encore Ipti Pico, vous pouvez ajouter jusqu'à 100 photos et vidéos par story à la une. Et c'est vraiment utile pour regrouper des stories par thème. Là, on voit par exemple sur Gentle Gourmet que vous avez le côté institut, donc vous avez à avoir toute une story avec plusieurs stories du coup à l'intérieur qui vont parler du côté institut. Donc c'est une école de cuisine. Le deuxième, c'est pour tous les mariages auxquels ils participent. Donc on va avoir, pardon, j'ai un écho. On va avoir des photos en fait de tout ce qui est mariage. Pareil pour le côté restaurant, menu, etc. Donc en fait, on travaille à partir de stories
qu'ils ont créés, qui étaient censés avoir une durée initiale de 24 heures, et on décide de les garder pour plus longtemps. Là, l'idée, c'est vraiment de bien catégoriser ce que vous faites pour pouvoir trouver des thématiques et pouvoir vraiment donner envie aux gens de cliquer pour découvrir tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à utiliser des vignettes harmonieuses. Là, on le voit entre autres sur Gentle Gourmet et Petit Picot, ça c'est vraiment bien fait parce qu'on reprend des icônes qui correspondent à la charte graphique de l'entreprise. Donc là, pour Gentle Gourmet, avec le côté icône et noir et blanc. Et Petit Picot, qui est une marque qui est très colorée, là, on va avoir des vignettes qui sont vraiment colorées, qui correspondent à la charte graphique. Donc, on peut vraiment en mettre énormément. Je ne sais même pas s'il y a une limite dans les stories à la une. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques qui l'utilisent pour valoriser aussi le contenu généré par les internautes. C'est-à-dire des gens qui vont spontanément créer du contenu pour votre marque. Et bien, dans ce cas-là, on va créer une story à la une avec les stories en fait de vos internautes. Donc, une vignette harmonieuse, enfin des vignettes harmonieuses, pour moi, c'est absolument fondamental pour pouvoir promouvoir des choses que vous voulez qui restent. Donc, des choses qui vont être complémentaires à votre bio. Parce que la bio, vous devez être très, très concis dedans. Au moins, quand vous avez des vignettes à la une, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus bavard. On peut aussi mettre à jour au fur et à mesure les stories à la une. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez venir agrémenter au fur et à mesure. Par exemple, si vous avez une vignette événement, bah oui, vous l'avez créé pour votre premier événement, mais quand vous en faites un deuxième, supposons 15 jours plus tard, vous pouvez venir de nouveau enrichir cette story à la une. Je ne vais pas rentrer dans le détail exact de comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de transformer ces stories en story à la une, tout simplement parce qu'il y a un super tuto sur The Preview App, donc toujours la fameuse application dont je parle depuis le début, qui d'ailleurs a un super blog que je vous encourage à aller voir. Qui est dédié au monde d'Instagram et qui est vraiment super. Et en tout cas, il y a vraiment un tutoriel bien fait sur comment est-ce qu'on fait pour créer des stories à la une. Juste avant de passer sur les outils, je regarde le chat. Pas de questions, ça marche. Bon, du coup, hop, je continue sur les outils. J'espère que... Preview App, vous pouvez tout simplement aller sur... Alors, c'est Preview App A2P comme une application. Vous pouvez tout simplement le chercher sur Google pour le site web. Hein. C'est vraiment, ils ont un blog, ils vous présentent aussi l'application. Et ensuite, c'est une application qui est mobile à télécharger. Mais en vrai, il y en a d'autres. Hein. On parle par exemple de Préviagram ici, qui est un outil qui vous aide à vraiment juste à visualiser si votre feed va être harmonieux en visualisant vos futures publications. Donc, il y a une version en plus qui est gratuite. Par contre, ça ne vous permet pas de programmer vos publications et ça ne vous, sauf erreur de ma part, c'est vraiment voilà, pour visualiser la mosaïque, votre grille en amont. Canva, qui peut être utile aussi pour des personnes qui vont débuter avec tout ce qui est design. C'est un outil qui est vraiment très pratique et qui a des formats qui sont tout prêts pour les stories et les publications. Donc, non seulement en termes de dimension, ils sont prêts, mais aussi en termes de template, en fait, en termes de modèle de story, par exemple. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Emeline, excuse-moi, Emeline, on ne voit plus ton PowerPoint, s'il te plaît. Oh là 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 là. Oh là là. Tac, tac, tac. Partager du contenu, mon support. Est-ce que c'est tout bon? J'ai pas de retour. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça marche. Du coup, donc Canva, super outil pour justement les personnes qui veulent de l'inspiration, etc. Vous avez aussi TaxFinder qui va vous aider à trouver des hashtags qui sont pertinents. Donc, pour rappel, hein, les hashtags, c'est vraiment un endroit, c'est vraiment une façon de concentrer toutes les publications en un même endroit autour d'une même thématique. Donc, on pourrait très bien créer le hashtag conférence CCI3, par exemple, webinaire CCI3, et avoir toutes les publications qui, alors, en supposant que des personnes postent, mais en tout cas, toutes les publications au même endroit. Donc, TaxFinder va vous permettre de trouver des hashtags. Vous pouvez aussi passer par Hashtagify qui va vous permettre aussi d'en trouver. Canva, vous avez aussi d'autres outils et je pense entre autres à Pablo qui est en train de se développer, qui est l'outil de buffer qui va aussi vous permettre de créer des publications.
et aussi des outils pour vous permettre de publier depuis votre PC. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Instagram, c'est vraiment une application qui est mobile et en plus qui est vraiment qui insiste sur le côté instantané. Donc, c'est pas du tout pensé pour normalement être disponible depuis le PC. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même des outils qui existent. Entre autres Onlypult, mais aussi Combine ou encore SEMrush, mais aussi Hootsuite, qui vont vous permettre de publier directement depuis votre PC sur Instagram. Buffer aussi le propose. Enfin voilà, vous avez des outils, des solutions qui vous permettent d'être peut-être installés plus confortablement pour pouvoir poster directement en post. Ils ne proposent pas tous la fonctionnalité pour publier des stories. Ou en tout cas pour les programmer. Onlypult, entre autres, le fait. Pour les autres, je ne suis plus très bien au courant vu qu'à l'agence, on est sur Onlypult. Vous avez donc d'autres outils, hein, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez Preview qui est aussi un super outil. Vous avez aussi Later qui connaît aussi un succès fou. Voilà, n'hésitez pas à faire votre propre petite évaluation de tous ces outils pour vraiment qu'ils répondent au mieux à vos besoins. En général, par contre, je précise, ce sont des outils, je pense entre autres à tout ce qui est Hootsuite, SEMrush, Combine, etc. Si vous avez plusieurs comptes de réseaux sociaux, par exemple sur Hootsuite et Buffer, à un moment donné, ça devient payant. Onlypult, SEMrush sont des outils payants, Combine aussi, Preview aussi. Alors, on parle que de quelques dizaines d'euros par mois, mais c'est un petit budget quand même qu'il faut prévoir. Tirer profit de l'UGC. UGC, c'est un terme, c'est une abréviation pour User Generated Content, qui est en fait tout simplement le contenu généré par les utilisateurs. C'est vraiment assez phare sur Instagram parce qu'on va avoir de façon régulière des personnes qui vont vous mentionner ou vous identifier dans des photos et qui vont soit porter vos produits, qui vont s'identifier dans votre lieu, qui vont s'identifier dans votre événement, etc. Et ça, en fait, l'UGC, c'est quelque chose dont vous devez absolument tirer profit dans votre stratégie Instagram. C'est un peu comme du bouche à oreille virtuel. Ce sont des personnes qui vont en fait vraiment faire la promotion de votre entreprise, de votre marque directement en fait sur leur propre compte et à leur propre communauté. Donc l'idée c'est de venir favoriser l'UGC en montrant que vous-même vous le valorisez, donc en le relayant entre autres sur votre compte, que ce soit en story ou bien en story à la une par exemple. Ça a vraiment un impact positif sur l'image de marque et attention, bien évidemment, même si vous avez beaucoup de contenu généré par les internautes, ça ne remplace pas le contenu qui va être créé par votre propre marque. C'est vraiment un complément. Par contre, il faut vraiment penser à bien l'intégrer dans votre stratégie. Là, par exemple, on voit que c'est une capture d'écran de la marque Brandaley. Donc, vous allez me dire, bah oui, c'est des vêtements, c'est facile, il y a du contenu. Mais en vrai, ça fonctionne pour plein... Enfin, le contenu généré par les internautes sur Insta, ça fonctionne vraiment sur plein de branches, de secteurs. Donc, il faut l'intégrer. Donc ici, Brandaley, on a une personne qui est allée acheter, qui a acheté sur le site de Brandaley et qui en fait se prend en photo. Donc on voit que c'est le côté un petit peu photo amateur, c'est vraiment la photo selfie. Alors il y a quand même une recherche sur le style, etc. Mais en tout cas, Brandaley a décidé donc de relayer ce contenu-là directement sur en post en plus sur son compte, donc avec un petit texte pour manteau style pour retourner, ça ne coûte tellement bien porté par Julie Eden. Donc bien évidemment, pensez bien à mentionner la personne. Et ensuite, bon, ils mettent un petit code promo, etc. Mais en tout cas, on valorise le fait qu'une personne ait pris le temps de se prendre en photo avec les produits Brandaley et tout simplement publier en mentionnant la marque, etc. Donc, on rend entre guillemets à cette internaute-là ce qu'elle nous a donné, c'est-à-dire elle nous a donné du contenu, on lui rend en la remerciant en fait tout simplement, donc en la mentionnant. Ce qui nous emmène de façon assez naturelle avec tout ce qui est travail avec les influenceurs. Il faut savoir que c'est pas uniquement propre à Instagram, hein, ça va être aussi propre à YouTube, ça va aussi être propre même à TikTok maintenant, enfin voilà. Donc, comment est-ce que ça fonctionne de travailler avec des influenceurs? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 3 types d'influenceurs. Vous avez les nano-influenceurs qui vont avoir entre 1000 et 5000 abonnés.
Vous allez avoir les micro-influenceurs. Donc, entre 1000 et 5000, ils ne savent même pas forcément encore qu'ils ont le statut de nano-influenceur. Mais en tout cas, entre 5000 et 50 000 abonnés, on les appelle des micro-influenceurs. Et plus de 500 000 abonnés, on va les appeler des macro-influenceurs. Il faut savoir que plus vous avez d'abonnés sur un compte, plus en général, le taux d'engagement sur ce même compte va diminuer. Je m'explique. Sur un compte où il y a 5000 abonnés, en général, les interactions sur ce même compte vont être beaucoup plus importantes. Vous allez avoir des personnes qui vont laisser des commentaires, vous allez avoir des personnes qui vont enregistrer vos publications, qui vont vraiment participer à vos stories, etc. Alors que quand vous avez un compte de plus de 500 000 abonnés, même si tout le monde connaît cet influenceur-là, ben en fait, vous allez vous apercevoir que même si en termes de chiffres, le nombre d'engagements est plus important, le ratio entre le nombre de personnes qui ont vu les publications ou les stories et le nombre de personnes qui ont eu une interaction avec cette même publication et cette même story va diminuer. Donc, dans votre stratégie, si vous décidez d'avoir une stratégie d'influenceur, je vous conseille d'avoir des influenceurs de toutes les tailles. Déjà parce que, bien évidemment, tout dépend de vos objectifs, c'est toujours la même chose. Les macro-influenceurs, bien évidemment, pour tout ce qui est construction d'image de marque, bah forcément, là c'est du pain béni, parce que, ils peuvent vous offrir une visibilité, que votre compte initialement n'aurait peut-être pas. Par contre, si vous cherchez vraiment à créer, du lien avec, les abonnés de cet influenceur-là, ben, les comptes de plus petite taille ne sont pas à négliger parce que justement, vous allez pouvoir avoir une relation beaucoup plus intimiste avec eux. Les nano-influenceurs, parfois, et pour le coup, c'est d'expérience, ont de meilleurs résultats en termes business que des micro ou des macro-influenceurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le test, mais surtout, il faut être capable de bien les choisir. Donc c'est ce que je disais, la taille de la communauté ne représente pas un indice de réussite par rapport à vos objectifs business. Vaut mieux vous focaliser sur le taux d'engagement, mais surtout, il faut bien choisir les influenceurs avec lesquels vous voulez travailler. Alors déjà, peut-être que vous les connaissez parce que vous avez décidé de les suivre. Ce sont des personnes qui sont influentes dans votre secteur d'activité. Mais parmi le panel d'influenceurs que vous avez devant vous, vous ne pouvez pas tous les solliciter. Déjà parce que solliciter un influenceur, ça va se faire d'une certaine façon. Mais aussi parce que vous devez leur montrer que vous cherchez vraiment à créer quelque chose avec eux. Vous ne pouvez pas envoyer un copier-coller à tous les influenceurs de votre secteur. Donc, pour bien les choisir, vous avez des extensions Chrome qui vont vous aider, des extensions tout court d'ailleurs, qui vont vous aider, du type WeFind, qui va vous permettre d'obtenir des données sur un compte Instagram, le taux d'engagement, etc. Vous avez BuzzWeb, qui est un site qui va vous permettre de calculer le prix d'un post sponsorisé Instagram chez un influenceur. Mais surtout, vous devez vraiment voir si l'audience qu'eux ont est une audience qui vous intéresse. Ne travaillez pas avec des influenceurs juste pour, pour votre ego personnel ou ce genre de choses, hein. Il faut vraiment travailler avec des influenceurs parce que vous savez que le message qu'ils diffusent va être pertinent auprès de leur audience et aussi parce qu'ils partagent vos valeurs. Ça, c'est super important. Et pour contacter des influenceurs, du coup, plus bien évidemment ils sont petits, moins ils sont exigeants et moins aussi potentiellement ils coûtent cher s'ils décident de monnayer leurs posts ou leurs publications vous concernant. Mais en tout cas, le nano-influenceur peut aussi tout simplement être un amoureux de votre marque, qui est limite un ambassadeur de votre marque et qui va spontanément publier en votre faveur sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Par contre, si c'est vous qui avez cette démarche d'aller vers eux, il faut vraiment avoir une démarche qui est authentique, faire comprendre que vous avez les mêmes valeurs, que c'est pour ça que vous les contactez, et tout simplement leur laisser la porte ouverte à comment est-ce qu'on pourrait envisager un partenariat. Si certains se posent la question de savoir combien est-ce que ça coûte, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Bien évidemment, quand vous êtes même sur du micro, parfois vous avez déjà des grilles tarifaires, hein, tout simplement. Quand vous les sollicitez, ils vous envoient une grille tarifaire. Sur du macro, c'est quasiment sûr, à moins que vraiment il y ait un amour de la marque inconditionnel et qu'ils décident de publier spontanément. Bon, quand on commence à être un macro-influenceur, en général, c'est qu'on vit de cette activité-là. Donc, on cherche quand même à gagner de l'argent avec ces postes-là.
Il faut aussi garder en tête que vous pouvez, si vous avez un site e-commerce par exemple, vous pouvez par exemple donner un code promo aux influenceurs pour savoir si la visibilité offerte par l'influenceur a généré du chiffre d'affaires, a généré des ventes derrière. C'est plutôt un bon indicateur. À noter que parfois, on peut être très, très surpris des résultats du travail avec des influenceurs. Je tiens quand même à le préciser. Parfois, ça va être extrêmement efficace et parfois, certains influenceurs, au final, ont une communauté, certes, qui peut être plus passive, mais en plus, qui ne générera absolument aucun chiffre d'affaires, aucune vente derrière. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Et aussi à noter que les influenceurs, il faut vraiment travailler avec eux sur la durée. Ça sert à rien de les solliciter en one shot juste de façon ponctuelle parce que vous avez un nouveau produit. Il faut vraiment travailler cette relation sur la durée. Certes, les solliciter quand vous avez besoin d'eux, mais aussi les solliciter juste quand vous avez une info sympa à leur transmettre et vraiment sans rien attendre en retour. Voilà, ça reste des personnes qui aiment savoir qu'elles sont mises un petit peu dans la confidence, en avant-première. Donc voilà, une vraie relation, quelque chose d'authentique. Et puis aussi tout simplement une question qui est assez récurrente, quand publier? Alors, il faut savoir que chaque communauté est vraiment unique. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'avoir accès aux statistiques en ayant un compte professionnel sur Instagram. C'est qu'en fait, en vrai, je vais vous donner quelques stats parce que pour ceux qui débutent sur Insta, au moins, ça vous fera des repères. Mais en tout cas, c'est vraiment propre à chaque communauté. Donc, les jours qui fonctionnent le mieux selon les études, c'est le lundi et le jeudi. Par contre, si vous êtes vraiment sur Instagram dans une optique de développement d'activité, de développement d'image de marque, de notoriété, ça va pas être suffisant de publier juste le lundi et le jeudi. D'accord? Il faut vraiment avoir une régularité dans les publications, mais surtout, il faut être capable de publier très régulièrement sur ce réseau social-là si vous poursuivez ces objectifs-là. Quelles heures fonctionnent le mieux? Apparemment, toujours selon des études, ce sera entre 8h et 9h et vers 17h. Pareil, ça dépend tellement des communautés que je vous invite à faire vos propres tests, à tirer vous-même vos propres conclusions de ces tests-là et d'adapter les jours et les heures auxquelles vous publiez. Par contre, et ça c'est comme tout en communication web, il faut que vous soyez régulier. Ce qui va primer au final, c'est certes la régularité. Normalement, je dis aussi que c'est pas forcément la fréquence, mais la fréquence aussi. D'accord? Donc vraiment fréquence et régularité pour que ce soit pour que ce soit vraiment efficace, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Agorapulse aussi pour la programmation, tout à fait, Alexandra. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a aussi Calendly qui finit par DY, qui permet aussi de publier sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il faut vraiment trouver celui qui correspond à vos besoins et comme outil et qui va correspondre aussi à votre fourchette de prix que vous êtes prêt à mettre. Ah bah, Solène a posté un article du blog du modérateur dans le chat qui permet de trouver les fourchettes de tarifs sur les influenceurs. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue avec donc la 4e partie. Quelles pratiques mettre en œuvre pour plaire à l'algorithme et construire une communauté? Juste un petit aparté. Sur l'algorithme en fait, il faut savoir que c'est pas parce que vous publiez sur Instagram, que ce soit en publication classique ou en story, que toute votre communauté va voir votre publication. Déjà tout simplement parce que potentiellement vous avez des personnes dans votre communauté qui ne vont pas se connecter, mais aussi parce que Instagram en fait va faire des choix à la place de l'internaute. Je m'explique. Et là, je vous encourage 2 secondes à vous repositionner en tant qu'internaute. Mimi, je te recoupe, on a toujours pas ton support. Toc. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Sachez que si vous ne voyez pas mon support, c'est que ce n'est pas normal. Donc du coup, l'algorithme, je faisais que parler, j'avais pas mis de slide pour moi. Enfin, j'avais pas de slide dédié. Donc l'algorithme, je vous encourage à vous repositionner 2 secondes comme simple internaute. Vous vous connectez sur votre application Instagram et vous suivez, je sais pas, peut-être 300 comptes, d'accord? Des comptes d'amis, mais aussi des comptes d'entreprise.
Et en fait, quand vous vous connectez et que vous avez le fil d'actualité, eh bien, vous avez Instagram qui a fait un choix pour vous. Ils va décider en fait de vous montrer plutôt telle ou telle publication. Et en fait, quand on dit quelles sont les pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour plaire à l'algorithme, en fait, ça va être comment est-ce que je fais pour m'assurer qu'un maximum de personnes voient bel et bien mes publications. Donc, qu'on apparaisse dans ce fameux fil d'actualité. Déjà, il faut savoir que vous avez un format qui est phare et que Instagram aime beaucoup, qui reste les vidéos. Il faut savoir que les vidéos, de manière générale sur les réseaux sociaux, ça cartonne. C'est le format qui a privilégié. C'est un format que les internautes adorent consommer. Et qui en plus est privilégié donc sur Insta. Sur Insta, c'est 60 secondes maximum pour une vidéo. Après, il faut publier sur IGTV. IGTV, c'est une autre partie d'Instagram en fait qui est dédiée aux vidéos plus longues. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. Donc, vous pouvez par exemple faire un teaser sur votre compte et puis encourager les personnes à aller sur IGTV pour voir le reste de la vidéo. Donc, la vidéo, format qui est vraiment très populaire, plus l'algorithme considère, plus l'utilisateur regarde longtemps la vidéo, plus l'algorithme va considérer que l'utilisateur en fait vous porte de l'intérêt. Donc, vous avez une forte chance que vos publications lui soient montrées plus régulièrement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'algorithme, il fonctionne à partir de plusieurs choses. Il y a le côté récence de la publication qui va jouer, en votre faveur. Si vous avez publié il y a 1 heure, par exemple, vous avez davantage de chances que votre publication soit montrée que si vous avez publié il y a 12 heures. Il y a aussi le côté interaction. Donc là, si l'internaute like vos publications, s'il commente vos publications, etc., vous avez vraiment de l'interaction. Dans ce cas-là, les fois suivantes, l'algorithme, pareil, potentiellement, il va décider de davantage montrer vos publications ou vos stories à cette personne-là. Donc, plus un internaute va regarder longtemps la vidéo, plus l'algorithme va considérer que vous êtes digne d'être montré à l'internaute. Ce qu'adore aussi l'algorithme d'Instagram, c'est vos échanges avec votre communauté. Ce qu'on appelle votre communauté, c'est tout simplement vos abonnés. Il faut être réactif sur Instagram parce que les interactions sont beaucoup plus faciles que sur... l'internaute interagit beaucoup plus facilement sur Instagram que sur Facebook, par exemple. Mais par contre, ça implique à l'inverse qu'il faut que vous soyez aussi plus réactif. Non seulement pour favoriser les interactions, mais aussi parce que l'algorithme en tient compte. Ensuite, il faut que vous pensiez à répondre à vos messages privés. Il faut aussi que vous répondiez aux commentaires, ça on l'a dit. Il faut que vous soyez capable de faire une légende de votre publication qui soit suffisamment attrayante pour inciter la communauté justement à réagir. Donc ne pas hésiter à leur poser des questions, à leur indiquer que vous êtes ouvert à échanger à ce sujet-là dans les commentaires. Ne pas hésiter non plus à indiquer tout simplement que pensez-vous de ça et hop, en espérant avoir donc des réactions sous forme de commentaires sur la publication. Vraiment, les échanges, ça va être phare. Les autres bonnes pratiques pour échanger avec votre communauté, pour développer votre communauté, ça va être d'utiliser donc les bons hashtags pour être davantage trouvable, de surveiller les tendances. Est-ce qu'il y a des tendances qui sont populaires et sur lesquelles vous pouvez rebondir? Les jeux concours fonctionnent plutôt bien aussi sur Instagram pour développer votre communauté. Et n'hésitez pas aussi à varier un petit peu le format de publication. Donc à avoir des photos qui vont être statiques, à avoir des photos, plusieurs photos, parce que vous pouvez en mettre plusieurs par publication, à avoir par exemple aussi donc des vidéos, à avoir des boomerangs, à avoir pourquoi pas des cinématiques. Donc les cinématiques, c'est tout simplement des petits, on va dire, montages que vous pouvez créer avec des applications du type Verbal App ou ce genre de choses qui vous permet d'avoir une photo qui bouge tout doucement. Ça peut être aussi sympa à développer. Donc, varier les publications, montrer aussi que vous êtes à l'aise avec Insta pour que votre communauté puisse se dire « Ah ouais, c'est des super publications » et qu'elle ait envie de vous suivre en fait. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore.
Je crois qu'il y avait une question. Non, c'est tout bon, ça marche. Donc, je revérifie que le support. Hop, voilà. Et toujours donc dans le cadre du développement de votre communauté et du fait qu'il faille répondre à vos internautes, vous avez la possibilité depuis quelques mois maintenant de répondre aux messages directs que vous recevez directement sur la version web d'Instagram. Donc soit directement en allant sur la version web, mais aussi si vous avez une page Facebook et que vous avez relié votre compte Facebook et votre compte Instagram, vous pouvez avoir tout au même endroit. Donc ça, c'est plutôt pratique. La particularité, c'est que vous pouvez envoyer et recevoir des photos si besoin, mais pas encore des vidéos. En tout cas, c'est vraiment une volonté, et ça, il faut le garder en tête, pour Facebook, de rassembler les messageries Facebook, Instagram et WhatsApp, parce que WhatsApp appartient aussi à Facebook. Donc potentiellement, là, dans les prochains mois, ça va encore changer. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle application uniquement dédiée aux messages privés, etc. Enfin, c'est peut-être envisageable. En tout cas, c'est censé vous aider à simplifier les échanges avec votre communauté, mais aussi à favoriser la réactivité. Les hashtags. J'en parle depuis tout à l'heure, j'aurais peut-être dû avancer un petit peu ce slide. En tout cas, donc les hashtags, c'est tout simplement les mots dièses, hein, comme diraient nos amis québécois. Vous avez un dièse en fait devant un mot-clé. Là, par exemple, dans mon exemple, sur la droite, c'est hashtag Tour Eiffel, qui permet de concentrer en un même endroit toutes les publications qui contiennent ce hashtag. Donc, c'est vraiment des publications de plein de comptes différents. Si vous choisissez bien vos hashtags, ça peut être une façon de développer votre communauté en lien avec votre activité. Si par exemple, vous avez une activité dans tout ce qui est monde de la couture, par exemple, vous pourriez utiliser le hashtag couture addict en espérant que les personnes qui suivent ce hashtag-là, parce que pour un internaute, il est possible de suivre ce hashtag-là, vous espérez que l'internaute tombe sur votre publication et décide de suivre votre compte, ou au moins d'interagir avec la publication. Il faut savoir que donc les outils dont on parle depuis le début vous aident à choisir les meilleurs hashtags. Quand vous êtes en vrai dans le secteur, par exemple, de la restauration, non, le hashtag InstaFood n'est pas le meilleur hashtag à utiliser parce qu'il est tellement utilisé que votre publication va être noyée parmi tous les comptes des personnes qui utilisent ce hashtag-là. Donc au final, la visibilité dont vous allez bénéficier, elle va durer que quelques secondes peut-être parmi les personnes qui vont chercher à voir les publications relatives à ce hashtag-là. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose. Les outils tierces vont vraiment vous aider à choisir des hashtags qui sont populaires et utilisés, mais pas trop populaires et pas trop utilisés pour quand même être visibles. Par exemple, si vous faites vous-même une recherche de hashtag sur Instagram et que vous voyez que le hashtag dans la dernière minute, il y a déjà énormément de publications, ben là, vous savez que ça va être compliqué de gagner en visibilité. Vraiment, prenez le temps, une bonne fois pour toutes, de regarder les hashtags que vous voulez utiliser. N'hésitez pas à vous inspirer des influenceurs de votre secteur, mais aussi de vos confrères. Voilà, ça peut être intéressant. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 hashtags dans une publication. Alors, je ne vous conseille pas d'en mettre autant quand même, parce que ça fait vraiment un sacré pavé de hashtags, mais vous pouvez facilement en utiliser 10-11 par publication. Les autres conseils pour développer votre visibilité, votre communauté, vous pouvez par exemple créer un rituel de publication pour fidéliser et avoir une bonne visibilité. Un exemple, ce serait l'anecdote du vendredi, l'astuce du jeudi, etc., pour que ce soit un peu un rendez-vous que vous donnez à votre communauté. De nombreux influenceurs le font et le font aussi en story. Donc, il faut juste réfléchir au format que vous souhaitez privilégier pour ça. Un conseil qui est phare et dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le rythme de publication qui doit être vraiment très régulier. Bien évidemment, j'insiste énormément sur le côté esthétique du compte qui suscitera davantage d'engagement de la part de votre communauté. Et donc, du coup, si vous vous souvenez bien, qui dit davantage d'engagement dit davantage de visibilité. Donc, c'est un cercle vertueux.
Et enfin, les utilisateurs passent beaucoup de temps sur les stories, donc n'hésitez pas aussi à en faire régulièrement et n'hésitez pas aussi à créer un peu une histoire dans vos stories. La notion de storytelling qu'on retrouve vraiment dans la communication web de manière générale, elle est aussi importante sur Insta et on l'a vu tout à l'heure par exemple avec l'exemple d'Airbnb. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas dans le chat. On arrive à la dernière partie. Je répondrai aux questions donc à la fin. Mais si je vois qu'il n'y a pas de questions, le webinaire touchera à sa fin. Donc, partie numéro 5, la publicité sur Instagram. Il faut savoir que... Comment? Oui? Il y a quelqu'un qui a mis son micro, pardon. N'hésitez pas à plutôt poser les questions sous forme de chat. Donc, du coup, il faut savoir que vous pouvez lancer une même campagne publicitaire à la fois sur Facebook et sur Instagram. Vu que Instagram appartient à Facebook, je rappelle, certains outils sont mutualisés. Donc, l'avantage de faire de la publicité avec Instagram, c'est que ça vous permet de toucher d'autres internautes qui ne font pas partie de votre communauté. Donc, en termes de visibilité, c'est vraiment une belle opportunité. Ça vous permet aussi d'en renvoyer les internautes vers votre site web, ce qui est compliqué à l'heure actuelle avec Instagram, car les liens que vous mettez dans vos publications ne sont pas cliquables. Et en plus, si vous avez un petit compte sur Insta, en dessous de 10 000 abonnés, dans ce cas-là, même dans les stories, vous ne pouvez pas avoir de swipe up. Donc, le fait que l'internaute, avec le doigt, glisse sur l'écran pour aller sur votre site. Donc, si vous voulez, faire de la publicité peut être une parade à ça. N'hésitez pas donc à choisir les placements sur Instagram, mais aussi à adapter le format de vos visuels à Instagram. On l'a vu tout à l'heure, si vous favorisez par exemple les publicités ce coup-ci dans le feed, il faut que ce soit le format carré. À l'inverse, si vous souhaitez favoriser les publicités sous forme de story, n'hésitez pas à adopter le format vertical. N'hésitez pas aussi à utiliser la vidéo. En tout cas, ce qu'il faut, c'est bien définir votre cible, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment 21 millions, je crois qu'on a dit, d'utilisateurs en France. Non, votre cible n'est pas composée de ces 21 millions d'utilisateurs. Il faut que vous soyez capable d'affiner votre cible et que vous puissiez choisir, par exemple, l'âge, le genre, la localisation, les centres d'intérêt qui correspondent vraiment à votre cible. Pour ceux qui sont sur Instagram avec un e-commerce, vous pouvez utiliser la fonction shopping que vous avez également sur Facebook. C'est une même boutique que vous créez pour les 2 réseaux sociaux qui vous permet de taguer vos produits directement sur les posts. Donc, c'est plutôt pratique. Avec le petit... la petite icône de panier, l'internaute comprend tout de suite que s'il clique sur la photo, on va lui montrer tel ou tel produit, des informations complémentaires sur tel ou tel produit. Là, par exemple, sur la publication de Camila Coelho, on a une promotion, on va dire, pour la montre. Donc, en fait, on a en bas à gauche une petite icône avec un panier. Lorsque l'internaute clique sur la photo, il a les détails qui apparaissent sur la photo. Et si l'internaute est vraiment super intéressé par cette montre, il peut cliquer dessus et on a le deuxième écran qui apparaît, qui est en fait la fiche descriptive du produit, avec une photo, un titre, un prix, mais aussi, et bien évidemment c'est super important, avec un bouton, alors qui en France ne renverra pas vers Instagram, mais qui va renvoyer vers votre site web pour finaliser l'achat. Là, l'exemple qu'on vous a pris, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les prochains mois en France, qui est en fait le paiement directement sur Instagram. La même chose est en cours de test sur Facebook aux États-Unis. Là, l'internaute n'aura même pas à quitter l'application mobile pour pouvoir réaliser son achat. Bien évidemment, ça fonctionnera avec une commission sur la vente. En tout cas,
ça devrait plutôt bien fonctionner parce que ça peut coûter un petit peu à l'internaute, alors pas forcément pas en argent, mais en tout cas en temps, par exemple, de se rendre sur le site du e-commerçant, de s'assurer que c'est bien le même produit, etc., etc. Là, au moins, ce serait une expérience extrêmement fluide. Vous pouvez aussi favoriser des publicités au format IGTV. Du coup, initialement, ça a été pensé pour les créateurs de contenu, donc les influenceurs, etc. Mais sachant que Instagram veut aussi concurrencer YouTube, YouTube qui d'ailleurs est un produit de Google. On reconnaît un petit peu la guéguerre entre Facebook et Google de par l'achat des produits ou le développement des fonctionnalités. En tout cas, c'est un format que vous pouvez privilégier aussi si vous avez vraiment du contenu à faire passer. C'est actuellement en test, donc ça devrait être déployé sous peu quand même. Donc, il y a quand même une question à laquelle on n'a pas répondu et que vous devez vous poser, c'est combien ça coûte? J'ai pas de réponse toute faite à vous donner, dans le sens où en fait, tout dépend de la cible que vous allez choisir. Selon si votre cible est composée de 5000 personnes ou bien de 50 000 personnes, forcément, le budget nécessaire pour atteindre 5000 ou 50 000 personnes n'est pas le même. D'accord ? En revanche, vous pouvez partir du principe que si votre objectif, c'est de ramener du monde sur votre site web, si vous avez besoin d'un petit estimatif, vous pouvez partir du principe que ça peut vous coûter entre 50 et 70 centimes, par exemple. Comme ça, vous faites votre petite estimation. Vous avez une idée du budget que vous pouvez débloquer par rapport à ça. J'aime dire 50 à 70 centimes dans le sens où, comment dire, ça vous permet d'établir un premier budget, mais il y a énormément d'autres paramètres qui rentrent en compte et qui peuvent faire que ça peut vous coûter moins. Ça, c'est quand vous payez en plus au coût par clic, donc le clic d'un internaute vers votre site, mais vous pouvez aussi potentiellement payer au coût par 1000 affichages. Donc là, ça peut vous coûter quelques euros seulement pour 1000 affichages de votre publicité. Mais vraiment, j'insiste beaucoup, ça dépend beaucoup de votre cible en fait. Parce que une publicité qui va très bien fonctionner auprès de votre cible, et donc c'est un cercle vertueux, si elle fonctionne bien, qu'il y a de l'interaction, que les gens montrent que ça les intéresse, etc., dans ce cas-là, elle va vous coûter moins cher à diffuser. C'est très très schématique comme explication du mode de fonctionnement de la publicité sur Instagram ou même du coût. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, vous pouvez booster une publication si vous voulez avec quelques euros, mais si vous voulez vraiment mettre en place une campagne publicitaire avec des tests de publicité, avec des tests d'audience, etc., il faut quand même être prêt à débloquer un certain budget. Voilà pour la présentation. Donc, je propose qu'on passe aux questions. Surtout, n'hésitez pas. Donc là, je retire le support et c'est normal. Tac, tac, tac. Est-ce que les hashtags permettent de viser une cible précise en apparaissant sur la partie découverte d'Insta? C'est censé jouer, oui. Après, il y a plein d'autres critères. Il y a un article de blog très complet, je ne sais plus sur quel site, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui indiquait en fait le listing, en fait des publications. Qui indiquait le listing des critères qui allaient être pris en compte pour justement. Alors du coup, je ne sais pas qui montre son écran. Mais en tout cas, Gwenaëlle, peut-être que tu peux faire quelque chose. En tout cas, vous avez un article qui est très complet, qui fait un listing de comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser ses chances d'apparaître dans la partie Explorer sur Insta. Si vous n'avez pas d'autres questions, s'il y en a. Anne-Valérie, comment mesurer le retour sur investissement d'un post? Alors déjà, il y a deux types de posts. Il y a le retour sur investissement de vos posts à vous et il va y avoir le retour sur investissement des posts des influenceurs avec lesquels vous travaillez. C'est très dur. Sauf si votre site est bien traqué. Vous pouvez passer par... alors, c'est technique, par contre, j'insiste là-dessus. Vous pouvez traquer votre site pour vous assurer de connaître la source d'acquisition. Donc là, dans ce cas-là, Instagram a bel et bien généré soit du lead, donc du prospect sous forme de demande de devis ou autre, ou des ventes. Mais par contre, ce ne sera pas...
c'est pas natif en fait. C'est vraiment un paramétrage à faire sur votre site web. L'autre chose, si vous parlez par exemple du retour sur investissement d'un post avec un influenceur, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Et d'ailleurs, les influenceurs, quand ils vous transmettent leur grille, j'ai fini le support en fait, j'ai plus de slides. Du coup, le retour sur investissement d'un poste va vraiment être par rapport à un code, par exemple, que vous avez laissé à l'influenceur pour qu'il le diffuse auprès de sa communauté. Là, au moins, vous serez fixé. Après, on a beaucoup tendance à parler de ROI social aussi, ce qui est le ROI au final sur lesquels on va beaucoup insister sur le côté notoriété, visibilité, et qui n'est pas forcément du ROI financier. J'espère que ça a répondu à votre question, Anne-Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Un lien pour revoir la vidéo. Alors du coup, Gwenaëlle vous le transmettra. Normalement, la vidéo sera disponible sur YouTube. Et de toute façon, tous les supports de l'agence, vous pouvez les retrouver sur notre site web. On a une partie, donc agence-adverti.fr, on a une partie avec tous les webinaires, avec tous les supports de webinaires, pardon, qu'on a pu faire jusque-là, soit au nom de perspectives numériques, soit au titre de l'agence. Et ce support-là devrait être disponible aussi dans les prochains jours. Si je souhaite créer un nouveau type de feed, par exemple 3 images qui en forment une, ou comme dans le support de publication avec le coin coupé, dois-je supprimer les anciennes publications? C'est une bonne question, Ad. Du coup, quand on change de style de feed, déjà il faut être sûr du nouveau type de feed qu'on veut adopter. Je suis pas forcément... Alors, s'il y a vraiment peu de publications avant, pourquoi pas les supprimer, etc. Dans un premier temps, n'hésitez pas à regarder si vos anciennes publications ont beaucoup été enregistrées par votre communauté, parce que sinon, c'est un petit peu dommage de les supprimer, c'est-à-dire qu'ils les retrouveront jamais. Mais sinon, j'ai envie de dire que si vous allez vraiment publier régulièrement, au final, le feed va vite se remplir de votre nouveau type de feed. Donc, je suis un peu partagée. Ça dépend du nombre de publications avant, ça dépend si c'était vraiment cracra avant ou pas, ou alors si c'était plutôt... ça restait quand même sympa et que vous souhaitez juste l'améliorer. Dans ce cas-là, ça dépend. Mais vous avez des comptes entreprises et même des influenceurs qui, quand ils décident de changer de type de feed, vous voyez qu'ils ont tout supprimé parce que, je sais pas, vous allez voir qu'ils ont par exemple 50 000 abonnés pour 35 publications. Alors soit, tant mieux, ils ont eu vraiment beaucoup de chance au lancement de leur compte et c'est top. Ou soit, en fait, ils ont supprimé leur ancien type de feed au profit du nouveau. Donc, c'est vraiment propre à votre situation, en fait. Parce que sinon, on verra la coupure tout à fait au moment où j'ai décidé de changer de feed sur mon Instagram. Tout à fait. Donc, ça dépend si c'est vraiment un feed complètement différent ou pas. Voilà. Ne vaut-il pas mieux faire appel plutôt à un pro lorsqu'on est soi-même pro? Insta, Facebook, etc. sont tous chronophages. Un pro semble indispensable pour gérer tout cela. Alors du coup, moi, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Je suis pas du tout là pour ça. Surtout en plus de la biais de perspective numérique, encore moins. Tout dépend. Vous avez plusieurs possibilités face à vous. Mais en effet, quand vous avez en général des objectifs vraiment business derrière, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça prend du temps. Donc soit vous avez quelqu'un dans votre équipe qui peut le faire, soit c'est même vous à titre perso parce que en plus vous avez une infinité avec tel ou tel réseau social, une affinité, pardon. Mais il se peut qu'à un moment donné, vous rencontriez certaines limites, ou alors que le développement de la communauté ne se fasse pas aussi rapidement que prévu, ou alors que vous avez fait avec vos connaissances d'il y a 2 ans et en fait vous vous rendez bien compte que c'est une plateforme qui a beaucoup changé depuis, avec plein de nouvelles possibilités que vous n'avez pas le temps d'exploiter. Et dans ce cas-là, en effet, ça peut être intéressant de passer par un pro. C'est pareil, tout dépend du budget que vous êtes prêt à mettre, tout dépend du temps que vous êtes prêt à y consacrer quand même, parce que c'est pas parce que vous passez par un pro que ça ne vous prendra pas de temps. Il faut savoir qu'une collaboration avec un pro, c'est quand même vous qui fournissez le contenu en termes de photos, par exemple, ou alors qui fournissez aussi la typologie
de publications que vous souhaitez mettre en avant. Si par exemple vous partez sur des anecdotes ou ce genre de choses, bah, en fait, vous allez travailler vraiment en commun accord avec le pro. Le pro, il va plutôt s'assurer, ben voilà, par exemple, sur une publication où on part par exemple sur une astuce, il va s'assurer du visuel, il va s'assurer du texte, des hashtags. Mais par contre, l'idée même, ben, en fait, ça va être un brainstorming entre vous deux, en fait. Donc, il faut quand même être capable d'y allouer un peu de temps. Par contre, et j'insiste beaucoup là-dessus, quand on décide d'aller sur un réseau social, il faut vraiment y aller. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en fait y aller qu'à moitié. En fait, ça vous desservirait plus que ça ne vous servirait. Donc, moi, je suis partisane du fait qu'il vaut mieux choisir correctement ces réseaux sociaux et vraiment y aller à fond que d'y aller juste un tout petit peu sur tous les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est pas efficace. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous souhaitez aller sur Instagram, allez-y vraiment. Comment calculer l'engagement d'un post? Qu'est-ce qu'un bon taux d'engagement? Oui, alors comment calculer l'engagement dans mon post? L'engagement, ça va être l'ensemble des interactions qu'il y a eu sur votre post. Donc les personnes qui ont mis un j'aime, qui ont commenté, qui ont enregistré, qui ont envoyé en message privé, etc., etc., par rapport au nombre de personnes qui ont vu le post. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans votre partie Analytics. Donc vous avez ce taux-là. Et ensuite, le taux d'engagement, il est tellement variable d'un compte à un autre que je ne peux pas vous donner un chiffre tel quel. Et en plus, tout dépend tellement du secteur. Nous, par exemple, à l'heure actuelle, on accompagne un client en B2B. Le taux d'engagement reste, on va dire, moyen, mais par contre, il est à la hausse. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire que ce coup-ci, on est sur une bonne piste en termes de contenu. En fait, le taux d'engagement, il va être intéressant de le suivre sur la durée pour savoir en fait ce qui plaît vraiment à vos internautes. Mais le bon taux d'engagement, je ne peux pas donner de chiffres tels quels. Si vous êtes en B2C sur de la mode ou du do-it-yourself ou de la gastronomie, bon bah là du coup, votre compte il va cartonner. Quand vous êtes sur quelque chose oui, soit en fait tout simplement de moins sexy, on va pas se mentir, dans ce cas-là, votre taux d'engagement il va être plus faible. Par contre, Instagram reste l'un des réseaux sociaux avec l'un des réseaux avec le meilleur taux d'engagement. Donc, c'est vraiment très intéressant par rapport à ça, surtout que côté Facebook, par exemple, on a un taux d'engagement qui est d'année en année quasiment voilà, un peu à la baisse, quoi. Également, comment savoir si un influenceur a acheté des likes des fans? Quel devrait être son taux d'engagement? 10%, il me semble. Bah, pareil, il n'y a pas vraiment de... Tout dépend du secteur, en fait. Oui, sur le secteur de la mode, du lifestyle ou autre, normalement, les taux d'engagement sont vraiment très bons. Par contre, les deux outils qu'on a cités tout à l'heure, BuzzWeb et puis l'extension Chrome WeFind, vont vous permettre de vous donner cette stat-là. Donc, vous faites un petit comparatif dans le secteur, tout simplement. Anne-Valérie est en forme. Comment faire pour trouver des influenceurs? Car de nos jours, beaucoup de personnes se disent influenceurs, exactement. Est-ce qu'il existe une plateforme? Cision pour les PR, par exemple, oui. Comment calculer ce taux d'engagement Analytics? Donc le taux d'engagement, on vient d'en parler. Regardez bien votre partie Analytics, en effet. Mais le taux d'engagement des influenceurs, vous n'avez pas accès à leur partie Analytics. Vous pouvez utiliser les outils externes. Pour trouver des influenceurs, vous pouvez tout simplement regarder déjà dans les hashtags, tout simplement qui vous intéressent, quels sont les personnes qui ressortent le plus, les comptes qui ressortent le plus souvent. Vous pouvez aussi regarder, alors du coup, vous pouvez regarder, je cherche le nom du site web qui fonctionne aussi pour trouver des blogueurs. Je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, vous avez un site web qui vous permet de le trouver. Je ne l'ai plus en tête. Non, je ne pensais pas à DataPress. Non, je ne l'ai plus. Non, c'est pas grave, ça ne me reviendra pas. En tout cas, vous avez des sites web qui peuvent vous aider à les trouver. Et en effet, vous avez beaucoup de personnes qui se disent influenceurs de nos jours. Et potentiellement, quand vous lancez votre compte pro, vous avez même des personnes qui vont vous solliciter pour vous dire, ben voilà, moi, j'ai tant de personnes dans ma communauté, voici ma grille tarifaire. Je vous rappelle que ce n'est pas le nombre de personnes dans la communauté qui importe, mais vraiment le taux d'engagement et de savoir si la cible qu'elle a dans sa communauté, c'est bien la vôtre. Donc,
Pour vraiment savoir si c'est un influenceur ou pas, il faut vraiment regarder la taille de la communauté, la qualité de l'audience et le taux d'engagement. C'est vraiment phare. Influenceurs, on l'a vu, hein, il y en a 3 types, hein, nano, micro, macro. Il faut que vous voyez, ce qui vous intéresse. BuzzWeb, je vous invite du coup à regarder sur le site. Il y avait Siècle Digital ou le blog du modérateur qui en avait fait un article complet, Anne-Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, et ben du coup, le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, ben, dans ce cas-là, je vous dis à très vite. Merci, Emeline. Et merci à tous d'avoir été présents et à bientôt en présentiel à la CCI ou en webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.